quelque part, c'est un constat et c'est une force de dire, on est sur des territoires où la densité démographique est la plus faible en France. Quelle peut être la place d'un média local là-dedans? Quel peut être son rôle? Quelle peut être sa responsabilité? Nous, on porte le journal jusqu'au fin fond des campagnes où même la poste ne va plus. C'est hyper important, c'est une création de lien social très fort pour ces gens qui parfois, et on l'a vu pendant le confinement, n'avaient pas trop d'autres liens pour certains et pour les lecteurs, une bonne partie des lecteurs de la presse papier quotidienne qui n'avaient pas d'autres liens avec la vie, avec les gens. Parfois, le mec qui apportait le journal, c'était le seul qu'ils voyaient pendant 3 jours, quoi. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Alors aujourd'hui, nous allons parler incubation, on va parler nouveaux médias et presse locale. Et pour en savoir plus, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Poujon, directeur de la compagnie rotative, l'incubateur du groupe Centre France. Raphaël, bonjour. Bonjour François. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors évidemment, j'ai un peu résumé, et c'est peut-être par le petit bout de la lorgnette. Je pense que la compagnie rotative, c'est un peu plus qu'un incubateur, mais tu vas nous raconter tout ça dans cet épisode. Et pour resituer quand même le contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le groupe Centre France, donc c'est un groupe de presse quotidienne régionale, un groupe historique. Je sais plus, je crois que ça a plus d'un siècle, enfin tu pourras peut-être nous dire ça, qui comprend 8 quotidiens, 9 hebdos, des magazines, de l'événementiel. C'est l'un de ces grands groupes de presse en région. Je pense aussi des groupes comme Rossel, Voix du Nord, Ouest France, Sud-Ouest évidemment, Ebra dans l'Est. Voilà, c'est ces gros groupes qu'on connaît bien ou qu'on connaît peut-être pas bien par leur nom ni tout ce qu'ils font. On le voit souvent juste par le quotidien un peu titre. Et je le précise parce que ce côté local, il va être un peu au cœur de cet épisode et donc de ce que tu fais, Raphaël, à la compagnie rotative. Alors, toi, Raphaël, t'es un pur produit Centre France. T'as passé 15 ans. Alors, je crois peut-être même toute ta carrière chez Centre France. Ouais, exactement. J'ai bossé un peu au début, je suis journaliste de formation, j'ai bossé, dans des petits médias, locaux, auparavant, mais je suis rapidement rentré, chez Centre France, d'abord par la case papier. J'ai écrit dans La Montagne, qui est, l'un des titres les plus connus et les plus étendus et développés du groupe Centre France en termes de publication. J'ai donc commencé à La Montagne et ensuite j'ai rapidement travaillé à la télé locale pendant 10 ans, puisque le groupe de Centre France était le premier groupe privé à avoir une télévision locale en 2000. Et donc Diffusé sur pendant la TNT déjà. ouais, c'est ça, diffusé sur la TNT, exactement. Ouais. Et donc pendant 10 ans j'ai bossé là-bas, et ensuite j'ai bossé au web, et puis je m'occupe du lab d'innovation du groupe Centre France qui s'appelle donc la compagnie rotative. Il s'appelle ainsi depuis 2019. Ouais, c'est ça. Et donc qui existait avant sous une autre forme. Si j'ai bien compris un peu dans la genèse, vous aviez déjà ce qu'on appelle les Media Labs, on va revenir dessus. Ouais. Et la compagnie rotative, c'est une espèce de V2. C'est Alors vous ça. avez probablement changé le concept, c'est pas juste un changement de nom. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, le lab d'innovation du groupe Centre France est né en 2014, du souhait de la DG de se dire bon il faut qu'on explore, qu'on expérimente et qu'on accélère justement dans cette exploration et cette transformation, et donc on dédie des gens à temps complet sur cet exercice-là. C'est pour ça qu'ils ont décidé de créer le lab Centre France en 2014 et voilà, qui avait cette vocation d'aller voir ce qui se faisait ailleurs dans les médias, mais pas que, parce que justement on a toujours tendance, et c'est une question de facilité aussi d'aller voir chez nos pairs, mais l'idée c'est justement d'aller voir dans d'autres modes d'industrie, de développement, dans d'autres modèles économiques, ce qui se fait et ce dont on peut en tirer, ce qu'on peut expérimenter chez nous, et voir comment ça peut transformer de manière positive nos activités, nos business ou nos modes narratifs, quand on parle plus spécifiquement des médias.
Des médias, exactement. Alors je suis allé sur le site forcément de la compagnie, Rotative, hein, donc j'ai vu que déjà c'était un site sur Notion, donc ça c'était vraiment bien l'esprit, bien l'esprit startup, je pense que c'était un peu voulu. Alors la mission telle qu'elle est définie sur le site, je cite: «Accompagner les acteurs du changement au service du bien commun des territoires par le conseil et la coopération, la mise en lumière et en réseau par l'expérimentation et le partage». Alors en Ouais. français, ça veut dire quoi concrètement? Alors concrètement, ça veut dire que en fait, la compagnie rotative, elle est aujourd'hui, elle a un pied à l'intérieur des activités, vraiment, corpo du groupe Centre France, donc d'accompagnement, d'inspiration, d'expérimentation et d'accélération de cette transformation et de cette innovation au service des activités du groupe Centre France, des activités médias aussi au sens large, c'est-à-dire des activités éditoriales, des rédactions, donc de tout ce qu'on peut faire comme nouveaux formats, de croiser des outils, de travailler avec des startups. On en reparlera tout à l'heure, notamment via le programme d'incubation, mais aussi avec tous les autres métiers, de les accompagner à la transformation, à l'innovation et à la transition. C'est une couleur aussi qu'on a pris au fil de ces dernières années sur l'aspect responsable, l'aspect RSE, on pourrait dire, de notre activité. C'est-à-dire on accole de manière systématique maintenant la notion de responsabilité à celle de l'innovation. On travaille sur l'innovation responsable. Donc ça, c'est le pied à l'intérieur du groupe Centre France et on a un deuxième pied en dehors, euh, dans l'écosystème d'innovation locale. On travaille avec beaucoup d'acteurs de l'innovation localement sur nos territoires. La compagnie est basée à Clermont-Ferrand, au centre de la France, au siège du groupe Centre France, mais également dans l'écosystème des médias, et là, ça de manière plus nationale, voire parfois internationale sur certaines expérimentations et certains deals et Par des partenariats. partenariats, ouais, c'est ça, par des partenariats, en Voilà, fait, et ça fait un peu partie de ton rôle aussi, c'est de justement non pas de faire briller, mais en tout cas d'aller aussi chercher ailleurs que dans l'écosystème, local. exactement, Donc c'est dans le média, exactement, c'est tout à fait ça. l'écosystème innovation, local, donc je crois par des Ouais, partenariats avec peut-être d'autres types d'incubateurs qui sont pas spécialisés médias et au exactement. niveau national et international. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc on est vraiment entre les 2 et l'idée c'est de faire des ponts justement, d'arriver à nous, sortir, nous, «vieux médias», entre guillemets, puisque tu avais raison, la montagne par exemple, on a fêté son centenaire l'année dernière. Donc voilà, c'est une vieille maison, c'est une vieille dame, qui a énormément de choses, encore d'expérience, d'histoire, de savoir-faire, voilà, un respect et un héritage formidable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est appelé la compagnie rotative, parce qu'on considère qu'il faut s'ancrer dans l'histoire et que notre histoire et notre expérience, elle est primordiale. Mais en même temps, il faut accepter que ce monde bouge de manière de plus en plus vite et qu'il faut se mettre en mouvement, se mettre au rythme, un peu au diapason de ces mouvements permanents et perpétuels, euh, et donc d'aller acquérir un peu plus d'agilité, voilà, sur des formats, sur des manières de faire et sur des nécessités d'ouverture au monde. Et comment alors, pour bien comprendre la transition entre le Lab Dino de 2014 et donc début 2019, le lancement de, la compagnie Rotative, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que toi, tu étais déjà là? Ouais. Qu'est-ce qui voilà, c'est un nouveau départ? Alors je te provoque un peu, mais un constat d'échec de la première version? Qu'est-ce qui a fait que vous changiez tout, qu'une espèce de reboot? Alors, c'est pas un switch aussi brutal et rapide que ça. C'est plus pour le coup, le lab a toujours été, et je pense que c'est aussi une culture des labs, dans du coup cette écoute et cette adaptation en permanence. Si nous, on n'a pas cette souplesse qu'on essaie de pousser aux équipes, voilà, ça vaut pas la peine d'exister. Donc, euh, j'ai souvent pris cette image de le lab comme un barbapapa de l'innovation. Tu sais, ces petits personnages qui s'adaptent et qui changent de forme en fonction des besoins et des usages. Donc, on s'est adapté en permanence. Au début, on était très orienté vers l'innovation, notamment technologique, trouver des nouveaux outils, voilà, des nouvelles technos, etc., etc. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que tous ces changements étaient intéressants, bien évidemment, mais c'était aussi même le claim au début était sur accélérer la transformation numérique. Donc on était beaucoup sur cette transformation numérique, cette digitalisation de nos activités. Ouais, Et donc peut-être puis plus petit à tourné vers petit, l'intérieur à l'époque. ouais, Plus oui, tourné oui, vers complètement, comment on acculture, comment on transforme un peu, complètement. les équipes en interne en allant chercher de l'innovation à l'extérieur, techno, et cetera. C'est ça, exactement. Et donc, on a travaillé de plein de manières différentes, mais une des choses qu'on a appris, c'est qu'effectivement, en fait, fondamentalement, le travail de l'innovation et de la transformation, c'est un travail
culturelle. L'innovation, la transformation, elle est culturelle en fait. Et donc la transformation de la culture, bah, ça prend du temps. Dans une entreprise, ce sont des hommes et des femmes et leurs histoires et leurs expériences qu'on fait évoluer petit à petit, et que le numérique slash la techno slash les outils et maintenant des startups par exemple, c'est des choses qui se mettent au service d'une culture d'entreprise qui évolue. Donc, bah, la culture du lab a elle-même évolué. On a effectivement pris acte des échecs qu'on a pu connaître. Je prends un exemple très, très bête. On avait lancé un programme d'innovation participative qui s'appelait Les Lagons, dont l'objet était de dire, bah, venez, tous les salariés de Centre France, on va se rassembler sur plusieurs journées, on va inventer des trucs ensemble, on ne sait pas quoi, mais on va essayer de mettre des outils. On a, nous, cette formation de facilitateur, et donc de faciliter l'intelligence collective au sein des collabs pour faire bouger un peu ce qu'on appelle maintenant de l'intrapreneuriat, qui n'avait pas forcément ce nom-là à l'époque. Et donc super, on a eu une participation très forte, un engagement super fort des équipes, une transversalité géniale entre les métiers et tout ça. Il y a une vraie belle dynamique. Et en fait, arrivé à un certain stade, on s'est un peu trouvé le bec dans l'eau, parce qu'une fois que les mecs avaient des projets qui commençaient à se tenir, on savait pas les accompagner sur la suite. Et donc, en fait, on a généré un peu plus de frustration sur le côté transformation du projet, tu vois, sur le côté vraiment, pour le coup, ce qu'on sait faire maintenant, mais passage à l'échelle. D'accord, donc vous saviez faire de passer de 0 à 1, de vous faites l'idéation, voilà, c'est ça. etc. Mais derrière, en faire un business et scaler, comme on va dire, en tout cas, aller chercher un modèle et le valider. Là, c'était quoi, un manque de culture là-dessus, de ressources? Manque de compétences. Je pense qu'on a été un peu surpris par le succès et l'engagement des gens. Mais puis voilà, enfin, après, nous, on a aussi, pour le coup, ce que je défends, c'est qu'on a vraiment une culture alors, c'est un versant de corporate hacking, c'est-à-dire on a une casquette de pirate. On a cette vocation à d'abord réaliser des choses, et puis plus coutume de demander pardon que permission. C'est-à-dire qu'on teste des trucs, on voit si ça marche pas, on prend des claques, et puis après on dit bon bah pardon, on l'a pas bien fait, on va essayer de le refaire directement. Plutôt que d'avoir l'effet inverse de dire bon alors si on faisait ça, oui alors attends, on va y réfléchir pendant 2 ans et demi, et puis après on verra si on le fait. Ouais, qui peut être le travers des grandes maisons justement historiques, mais parfois un peu paquebots, où les prises de décision sont un peu longues parce que voilà, il faut convaincre du monde en interne, faut pas prendre de risques. Ouais, et donc au final, à toutes ces phases, donc il y a eu des projets donc qui sont sortis quand même. Ça n'a pas été vu que comme un échec en interne, j'imagine. Non, pas du tout. Non. Il y a eu ça. Il y a encore énormément de gens qui avaient participé à ces lagons, qui sont aujourd'hui des personnes ressources dans des projets qu'on monte ou qu'on lance, et on sait que justement ils sont répartis dans les titres, les agences, parce que tout ce monde-là bouge pas mal. Mais on sait que c'est des personnes ressources avec lesquelles on peut lancer des trucs, ou qui font de la veille particulière sur leur sujet, et qui sont hyper intéressants à suivre et voire à réactiver parfois. Donc vous les avez fait grandir. Ces personnes-là, vous les avez fait grandir, et même si elles sont plus sur le projet qu'elles ont porté à l'époque, c'est des gens que vous avez identifiés comme ayant le bon état d'esprit, étant capable d'entreprendre des choses, et donc que tu peux solliciter, et qui et par capillarité font grandir un peu le groupe. C'est exactement ça. Encore une fois, c'est une histoire de culture. Donc l'idée, c'est de faciliter, de faire grandir cette culture de l'innovation, de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la capacité de se dire, j'ai un projet, attends, je vais aller le tester, je vais aller essayer de l'éprouver. Est-ce qu'il y a un vrai besoin? Et là, on glisse sur la partie incubation, mais est-ce qu'il y a un vrai besoin existant, un usage? Est-ce qu'il y a un marché existant aussi pour ce besoin? Parce qu'il faut que tout ça fonctionne en même temps. Et donc voilà, on essaie de pousser progressivement cette dynamique-là, et ces nouveaux modes entrepreneuriaux, qui sont aussi des nouveaux modes qui rentrent dans les entreprises de manière de plus en plus forte. Ouais, c'est clair. Et comment le lieu, alors en lui-même, tu disais donc vous êtes dans les bureaux de Centre France, parce que ça c'est hyper important, et j'essaie de voir comment les journalistes de Centre France, de la montagne, ont accueilli ce nouveau lieu. Est-ce que vous avez regardé un petit peu comme des extraterrestres? Est-ce que spontanément les gens ont envie de venir, ou est-ce qu'il a fallu vraiment provoquer et organiser ces grandes sessions de brainstorming? Est-ce que les gens en interne voient bien l'intérêt, au-delà de l'effet d'annonce qu'on peut imaginer, tu sais, toutes les boîtes de France et de Navarre ont lancé des labs d'innovation, ou la plupart en tout cas. Comment ça a été accueilli en interne? De manière très différente et de manière très progressive. À savoir qu'au début, c'est marrant d'ailleurs, pour repartir justement du lieu. Au début, le lieu, on avait conçu un espace
très tech. C'était très beau, très blanc, très glossy. Il y avait une espèce de banque sur laquelle on avait mis des iPads, des petits robots, des grands écrans. Donc voilà, c'était très techno, un peu voilà, un peu Très start-up. innovation future, quoi, Voilà, exactement. le showroom de Ex- l'innovation. Exactement. Et en fait, les gens venaient pas, très peu, parce que je pense qu'ils avaient cette. Souvent, les gens, les gens, j'aime pas dire les gens, mais c'est, bon, pour caricaturer, on avait deux types de réactions, deux types de réactions de rejet, pardon, parce qu'on a eu plein de gens qui étaient ravis, et qui sont ravis encore, heureusement, mais deux types de réactions de rejet. La première, c'est de se dire. Effectivement, comme tu disais, non mais attends, c'est quoi ces start-upers sur leur canapé, parce qu'on avait des canapés, des start-upers sur leur canapé qui font rien de la journée, ils sont bien mignons, mais moi j'ai un vrai boulot, hein, les geeks, vous restez dans votre côté, et puis moi je vais faire ce que Et j'ai moi, à je faire, bosse ce que et je sais ouais, faire. voilà, Voilà, exactement. moi j'ai un vrai job, voilà, c'est pas vous qui ramenez la soupe à la maison. Donc ça, c'était la première réaction. Et qui souvent en fait en cache une plus profonde, et que certains assument de manière très directe. C'est de dire: «Ouh là là, mais non, non, mais l'innovation, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas assez capé, assez compétent pour ces choses-là. Ça a l'air bien, hein, mais non, non, mais c'est pas pour moi. Vous savez, moi, j'en suis pas capable». C'est des trucs très, Ouais, des voilà. espèces de blocages en se disant, enfin, Exactement, une espèce de souvent, complexe en fait, ouais. dans un complexe, et ça se traduisait justement du coup par ce lieu dans lequel finalement assez peu de personnes venaient, et en fait on l'a piraté à l'époque. C'était avec mon collègue de l'époque, Quentin Jo. Et on a piraté le lieu dans le sens où on l'a complètement réinstallé. On y a mis, on l'a même fabriqué nous-mêmes. On a participé à sa conception, c'est-à-dire qu'on a mis de l'OSB, tu sais, des bois, c'est de l'aggloméré de bois, avec des particules de bois sur les murs. On a fait de la récup de certains meubles à droite à gauche. On a monté un bout de cuisine Ikea, pour ne pas le citer, en récupérant des bouts de meubles au sein du groupe. On a bossé avec les services des bâtiments, en leur disant: tiens, là, si on mettait une banque devant les fenêtres avec une grande planche de bois, est-ce que tu pourrais pas me récupérer des pieds, et tout ça. On a récupéré des vieux fauteuils de cinéma sous lesquels les services des bâtiments avaient mis des supports métaux qu'ils avaient eux-mêmes designés. Enfin voilà, on a peint des murs pour que ce soit des murs sur lesquels on puisse écrire. Enfin bref, on a mis les mains à la pâte. Et on a transformé cet endroit en un endroit qui ressemblait vachement plus à nous, qui avait une vraie couche, une vraie couleur bordélique, pour pas dire autrement, parce que voilà, c'était vivant en fait. On Ouais, en a fait c'était un endroit où on a envie de venir. un peu moins aseptisé, un peu plus Exactement, vivant, un peu plus, de bric et de exactement. brac, et qui montre C'est aussi un ça, et peu puis des les petites choses équipes de qui plein fouet. traînent, voilà, un poisson rouge, un machin, et en fait, du coup déjà ça a vachement changé. Pourquoi aussi? Parce qu'on y a fait beaucoup plus d'événements proches des gens. Bah, typiquement, on avait organisé, et c'était en quelque sorte une mécanique innovante aussi au sein du groupe. On avait organisé une expo qui s'appelait Les Talents d'ici, où on mettait en valeur des photographes, des graphistes, des gens qui étaient des salariés en fait, qui exposaient leur passion. Et on avait fait un grand vernissage dans ce lieu-là. Enfin voilà, donc c'était l'occasion de faire se rencontrer des gens qui se rencontraient jamais par ailleurs, et qui pouvaient imaginer faire des trucs ensemble après. Voilà, donc, et on a fait plein d'événements, d'acculturation, d'expérimentation, un lieu qui était ouvert à tous. On dit: attention, c'est votre lieu, on n'est pas chez nous ici. Et c'était Ouais, un lieu qui n'était non, pas fermé, ouais, c'est hyper important en fait, physiquement, donc qui le était lieu est très hyper ouvert en important. fait. Donc un lieu En fait, ça ouvert, ressemblait un peu à un espace de coworking en interne, un espace de corpo working en fait. ouais. Écoute, Voilà. c'est donc l'importance du lieu et que les gens puissent se l'approprier et qu'il y ait pas de barrière. Effectivement, le truc un peu aseptisé, innovation, ça fait un peu trop laboratoire quelque part. Exactement. Bah, la vraie, c'est ce que j'ai dit souvent, qu'on n'est pas un lab de R&D qui travaille de son côté, qui invente les trucs du futur de demain, ou voilà, et qui va ensuite dire aux autres directions: bah ok, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Allez-y, dépêchez-vous. Ouais, Et c'est ça voilà, ça généralement ça passe on pas. a vraiment une démarche de facilitation et d'humilité, et d'être au milieu des équipes. Nous, on est là pour faciliter l'émergence de l'innovation au sein des équipes. On fait rien tout seul, en fait. Aujourd'hui, on est 3, mais tout seul, je veux dire, à chaque fois Oui, qu'on vous êtes mène des une animateurs expérimentation, quelque c'est part, si je veux avec exagérer. Ouais, des vous êtes facilitateurs, des c'est ça. facilitateurs, c'est un peu Ouais, c'est ça, c'est vraiment le terme, mais ça doit pas venir de vous quelque part, votre exactement. capacité. Des Media Lab, comme je le disais tout à l'heure, il y en a eu beaucoup, lancés en France, en Europe, dans le monde, hein, d'ailleurs, hein. Mais il reste quand même il y en a assez peu qui tiennent à distance. Là, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est le modèle un peu économique. Mmh. Comment est-ce que vous faites en sorte que la compagnie rotative soit un lieu, pérenne?
Alors, déjà la première chose, c'est que à la base, la compagnie rotative, donc aujourd'hui, elle n'est pas structurée en tant que telle. C'est pas une structure juridique. OK. Donc on est un service support. Donc la première vocation qu'on a, c'est d'être comme un service RH, comme un service, la DSI, et cetera. On est comme les produits digitaux, on est au service des autres services, entre guillemets. Donc ça, c'est la première action. Donc, ce qui fait que nos salaires, nous, nos 3 salaires aujourd'hui, enfin, non, je vais y revenir après, tu as raison, mais déjà 2 salaires sur 3 sont en fait des salaires de service support du groupe, OK? Ouais. Et pour ça, il faut qu'on on conçoive l'importance de ce travail, du travail que l'on fait d'innovation, d'accompagnement, de transition, et cetera, comme étant, primordial, voire stratégique. Et nous, on a cette chance-là, c'est-à-dire que le sponsor, on a le sponsor suprême en la personne de Soisig Bouju, qui est la directrice générale du groupe Centre France, qui a repris la direction générale l'année dernière, qui a été au lab, elle a été directrice du lab et donc aujourd'hui, elle est DG et elle sait Elle est un peu acquise à la l'importance. cause. Exactement, exactement. C'est le sponsor suprême. Donc effectivement, ces démarches de lab, si t'as pas un super sponsor au niveau de la DG, c'est très compliqué à faire avancer. Parce que concrètement, nous, on mange du temps, on teste des trucs qui sont pas forcément rentables, qui n'ont pas un ROI immédiat, mais qui participent justement à la transformation d'une culture et qui est vertueuse. Ça, c'est le Donc premier volet. ouais, vas-y. Ouais, vas-y, non, je Non, t'en non, prie. mais ouais, donc tu assumes là aujourd'hui, vous êtes un centre de coût, pas un centre de profit, mais comme vous êtes pas une structure, c'est totalement accepté. Alors peut-être pas revendiqué non plus, mais il y a pas t'as pas un Alors en fait, c'est objectif de accepté par rentabilité. le voilà, alors c'est accepté par le deuxième côté. Je vais prendre, par le deuxième côté qui est effectivement une des missions de la compagnie rotative, au-delà de accompagner l'innovation du groupe, les métiers, la transformation slash la transition, ça c'est plus récent, mais on pousse vraiment sur des notions de RSE, de s'interroger sur notre raison d'être, notre impact, nos impacts sur le territoire, notre Environnement. engagement et tout ça. Et donc, environnement, sociétal, engagement citoyen, tout ça. C'est des leviers sur lesquels on appuie et qu'on nourrit très fort en interne. En lien, par exemple, avec je pense à une personne qui est le Red Chef en charge de l'engagement, qui s'appelle Julien Bonnefoy, avec qui on échange beaucoup et on est hyper en phase, quoi. Et donc, pourquoi c'est accepté aussi? Non seulement parce qu'il y a ce service au service, ce service support au service interne et aux directions internes et aux collabs, mais parce que également, on a donc parmi nos missions, l'animation d'un programme d'incubation. Donc là, on accompagne des porteurs de projets externes au groupe qui n'ont rien à voir, enfin qui sont pas issus du groupe, qui sont des porteurs soit de médias émergents, soit de prestataires de solutions médias, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des projets qui peuvent être en lien avec nos métiers de groupe média au sens large. Donc ça a trait aussi à l'événementiel, à la voilà, aux différents métiers qui peuvent composer le groupe Centre France. Ouais. Et ces projets, on les fait grandir. On a un programme d'accompagnement, de coaching, de formation pendant 6 mois. Voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais et pour ce volet-là, ce volet d'incubation, on a en fait, on avait répondu à un appel à projet du ministère de la Culture à 2 Ouais, reprises. C'est la deuxième fois et qui d'accord, nous a de la permis, voilà, subvention la de la DGMIC. technique, effectivement, Voilà, c'est ça. pour resituer, pour ceux qui ne connaissent pas, donc qui est la Direction générale des métiers de l'information et de la culture, et donc il y avait effectivement proposé des subventions aux groupes médias qui voulaient ouvrir en interne des incubateurs. C'est ça. Ou pour des incubateurs qui voulaient ouvrir un programme spécial média. Et alors petit C'est ça. disclosure, chez Cosa Nostra, on a eu aussi une subvention incubateur et donc on a créé Big Bang Media, qui est un incubateur podcast. Voilà, donc juste qu'on le sache. Et il y a eu effectivement beaucoup de médias qui ont eu ces subventions. Donc vous y êtes allé donc 2 fois, c'est ça? Ouais, ouais. Une première fois qui nous a permis de faire un 1er programme où on a accompagné, des startups. Ça a été une belle histoire parce que pour prendre un exemple très concret, pour dire aussi en quoi notre action est comprise et connue et reconnue et valorisée, bah, je prends un exemple très concret. On a incubé une boîte qui s'appelle Newspaper, avec laquelle on a monté un chatbot qui s'appelait Bonjour Marianne, qui est sorti pendant les municipales pour développer de nouveaux modes narratifs via Messenger avec nos audiences ou avec de nouvelles audiences. Donc c'était des nouvelles manières de raconter des histoires sur un autre médium, avec des nouveaux codes narratifs, des nouveaux outils, voilà, des sondages, il y avait plus d'interactivité, etc. Et donc ce chatbot Bonjour Marianne, on l'a co-conçu donc avec cette startup de l'externe donc,
avec les équipes en interne de la rédaction, les équipes du marketing, des équipes des produits digitaux, bref, vraiment un travail pluriel. Et donc, on a réalisé une preuve de concept d'abord avec eux, avec Newspaper, et ensuite le chatbot s'est bien développé. Il a même continué de vivre après pendant le Covid, c'est-à-dire le service citoyen que rendait Bonjour Marianne d'information citoyenne, elle est devenue masquée, Marianne, et elle a travaillé Sur aussi à d'autres passer de sujets. l'information pendant le Covid. Et pour finir, en fait, du coup, les leçons qu'on a tirées de cet accompagnement-là, par exemple, c'est que ça nous a permis d'abord une vraie montée en compétence des équipes sur des nouveaux outils, sur des outils tech, hein, pour le coup, de réalisation de chatbots, sur des nouvelles compétences, des nouveaux modes narratifs, sur de la transversalité entre les équipes. Et ça nous a permis de décrocher un prix, un des grands prix stratégie de l'innovation éditoriale l'année dernière. Bon, Donc, donc voilà, à c'est cool. partir de Et là, donc, ça en fait, apporte du crédit à l'action. ouais, c'est ça. Et donc, si je reviens sur ma question un peu du modèle économique, quelque chose qui forcément m'intéresse et m'interpelle dans les Bien sûr. incubateurs, heu, c'est pas, enfin voilà, il peut y avoir des éléments qui sont un peu intangibles, comme la montée en compétences des équipes, tout ce que vous avez appris, qui sont pas forcément du pur revenu et une pure rentabilité Exactement. comptable. En fait, c'est de la création de valeur. On contribue, et de toute façon, on se met des caps et des objectifs aussi, et avec la DG, sur comment on crée de la valeur. Et cette création de valeur, elle peut être monétaire, cash, on fait rentrer des sous. Concrètement, la subvention, les appels à projets qu'on a, de la DGMIC, et la subvention qu'on a eue, elle nous permet de développer une activité, etc. Donc ça, c'est une vraie valeur qu'on fait rentrer au sein du groupe. Ouais. Euh, et puis, c'est effectivement de la création de valeur en termes de nouvelles compétences, nouveaux marchés, nouvelles audiences, voilà, nouveaux modes d'interaction entre nous, de l'image. Voilà, il y a tout un tas de leviers en fait qui sont beaucoup plus complexes. Mais la vie est complexe que stricto sensu la cash machine qu'on pourrait représenter. Ouais. Et est-ce que tu penses alors là sur les incubateurs, parce que donc il y a eu des arrêts, hein, d'incubateurs médias, je pense au Mm. Tank Média Ouais. notamment. Euh, Est-ce que il y a un modèle économique viable pour des incubateurs, alors médias notamment, en dehors de ces subventions ou en dehors de justement un modèle comme vous, la compagnie rotative, où vous n'êtes pas une structure indépendante, donc pas forcément un objectif de réelle rentabilité comptable. Tu vois, enfin j'ai discuté quand même avec pas mal de monde, c'est dur et on imagine à chaque fois des modèles, des prises de participation, donc sur des Mm. exits, de Mm. la location, etc. Mm. Mais j'ai l'impression que ça marche pas réellement et qu'il y a pas de pérennité. Est-ce que toi tu penses qu'il faut oublier un modèle économique incubateur et toi ce que tu fais c'est différent parce que tu es totalement intégré dans le groupe? Alors, je t'ai dit que la compagnie rotative aujourd'hui n'était pas structurée. Juridiquement, c'est pas une structure. En revanche, on y réfléchit. On se pose les questions de dire, bah, justement, si on était structuré, comment on pourrait se structurer? À quoi ça pourrait servir? On se pose les questions de est-ce que ça serait une ESA? Est-ce que ça serait une asso? Ouais. Avec du coup, imaginer un modèle associatif et aller chercher des donateurs, ou s'appuyer sur un modèle de fondation aussi, pourquoi pas, et développer s'accouder à un fonds de dotation auquel d'autres privés pourraient abonder dans cette dynamique d'innovation responsable dont je parlais. Et je vais en parler sur le nouvel appel à projet, si tu veux bien, Bien qu'on a sûr, on va parler lancé. de Colette Euh, après. voilà, c'est ça, c'est le shift, et c'est qui nous permet de pousser la réflexion un peu plus loin, y compris en termes de modèle économique. Mais pour revenir sur le modèle des médias, alors moi, je l'ai pas exploré de manière très approfondie, et je l'ai surtout pas expérimenté, mais je ne crois pas trop, de ce que j'ai vu passer non plus, au modèle de prise de capital et développement vraiment de C'est ce qu'a fait West France, rentabilité. hein, sur Voilà. certaines startups, via leur Ouais. incubateur Théophraste, des prises de participation sur des technos qu'ils voient fonctionner, tester en interne, etc. Vous êtes pas du tout sur ce modèle. Non, on n'est pas sur ce modèle pour l'instant. Ils sont plus sur des mécaniques d'accélération que sur Ouais, des mécaniques d'incubation incubation. avec ce modèle-là. Et après, c'est des paris voilà, mais c'est des paris qu'en plus qui sont bien évidemment moyen-termistes ou plus long-termistes. Je vois, après il y a des modèles comme Incubator qui lui fait le pari de rentrer au capital et qui assure, qui travaille justement avec Théophraste, puisque c'est la structure Incubator qui réalise le programme d'incubation et d'accélération. Et Incubator, lui, fait son modèle économique, c'est je mets, pour le résumer, je mets 10 € dans 1000 boîtes, et je fais le pari qu'au bout d'un moment, je vais en avoir 10
qui vont me permettre de rentrer plus que rentrer dans mes frais, de dégager du bénéfice, quoi. C'est un des axes du modèle économique. Le vrai modèle Vraiment, d'un c'est VC, voilà. voilà, exactement. C'est vraiment des modèles de VC. Je suis pas sûr que, enfin, nous, on s'est ouvertement pas lancé là-dedans parce que c'est une vraie compétence de travailler en mode VC et bah voilà, il faut avoir des fonds. Il faut avoir 1000 boîtes dans lesquelles investir parce que Mais là, oui, tu es sur un ratio de 1% de réussite. Donc, ça veut dire que que dalle. si tu investis que dans 50, potentiellement, tu en as 0 qui vont C'est être ça. rentables. Donc, C'est ça. C'est donc pareil, voilà. un Nous, on n'a gros pas pari. fait le choix de ce modèle-là. Après, c'est aussi le choix de se dire, on développe des technos et on va développer un peu de business par ailleurs parce que voilà. Mais c'est plus sur le choix on accélère le développement d'une solution qui nous permet de développer du business que sur les logiques d'exit et de valorisation. Ouais. Écoute, non, mais c'est clair, c'est vrai, c'est un sujet qui m'intéressait et je vois effectivement qu'il y a bien d'autres manières de faire, mais le faire en tant que business par une SA, SAS, enfin à but lucratif, je pense que c'est quand même très compliqué. Et le Ouais. modèle peut-être fondation effectivement ou association et avec des boîtes qui ont besoin d'acculturation aussi et d'aller un peu voir ce qui se passe sur l'innovation. Effectivement, je pense que c'est peut-être quelque chose de plus viable que miser sur des potentiels exits ou même de l'allocation parce que enfin, je dis location, ça peut être un modèle souvent dans les incubateurs où tu loues des postes, où tu as des services associés, mais j'ai l'impression que tu as une telle offre d'incubation qu'aujourd'hui les startups sont peut-être plus picky, enfin tu vois, choisissent un peu en fonction et que c'est dur en fait de faire payer parce que tu as une surabondance d'offres d'incubation, etc. Euh, donc voilà, donc modèle encore, enfin vous y réfléchissez encore et vous n'êtes pas Ouais. encore arrêté sur ce modèle. Non. Euh, Non, on n'est pas arrêté sur ce modèle, mais effectivement, enfin bon, on va y revenir, mais sur je pense que le shift, et c'est pour ça que je parlais d'association et de fondation, c'est que nous, on fait aussi un, un déplacement de vocation de ce programme-là. Euh, enfin, on devient plus exigeant sur certains critères, et notamment sur les critères d'impact de ces solutions-là et d'impact slash RSE. Qui pour le coup, voilà, sur des réflexions autour desquelles il y a des modèles aussi différents qui sont en train de se mettre en œuvre. Ouais, et bah parlons-en justement. C'est quoi vos canaux d'acquisition pour les projets avant qu'on parle vraiment du programme d'incubation? Parce que est-ce que Alors, vous êtes attractif et vous recevez énormément de projets? Comment tu t'organises là-dessus pour aller chercher les beaux projets? c'est drôle. Alors, parce que le premier programme d'incubation qu'on a lancé, c'était en 2019. On n'était absolument pas légitime au sens historique, quoi. On n'avait pas d'expérience sur l'accompagnement enfin, pas d'expérience. On le faisait, mais on n'était pas connu comme étant hyper référent pour le faire, quoi. Oui, En c'est ça. plus, on avait lancé une nouvelle marque, la compagnie Rotative, donc on se dit, OK, on va avoir trois pélos, quoi. Donc, en termes de sourcing, on avait fait appel à une boîte qui s'appelle Early Metrics, qui fait du sourcing et qui a un gros deal flow de plein de startups catégorisées, etc. Donc, on avait bossé avec eux. Et puis, on avait fait notre sourcing à la main, en bons médias, avec de l'événementiel, des papiers, du Madines, etc. Ouais. Et donc, au final, on avait eu une vingtaine de candidatures, donc on était plutôt contents. Donc on a eu le choix, on a pu faire un choix parmi ces candidatures et on avait notamment fait le choix d'accompagner peu de projets. C'est-à-dire on avait pour le premier programme, on avait 6 boîtes, 5-6 boîtes. Et donc ça c'était la première brique de sourcing. On a un peu là on a fait un nouveau sourcing, donc on va en parler de Colette. On a travaillé aussi avec Early Metrics, mais on a scindé aussi justement le résultat de ce sourcing en 2 modes d'accompagnement. Donc en fait, on a Colette, puisque c'est le nom de cette nouvelle promo de la compagnie rotative qu'on a intégrée la semaine dernière, avec des gens qui sont super chouettes. Donc le chiffre qu'on a fait pour ce nouveau programme d'incubation, c'est de resserrer encore plus le prisme de sélection. C'est-à-dire qu'on a fait le choix d'axer et de sélectionner des projets, des porteurs de projets du territoire, de nos territoires, enfin du territoire centre-France, le gros 1/5 du territoire dans le centre de la France, là où il y a la densité la plus faible de population. Et donc de dire, bah voilà, nous on va accompagner des porteurs de projets qui viennent d'ici. Voilà, des structures ailleurs, il y en a plein. Notre vocation, elle est là. C'est pas qu'on n'aime pas les autres, mais qu'on veut concentrer nos efforts et les ressources qu'on met à disposition de ces projets sur ce territoire-là, ce grand territoire déjà. Premier filtre. Et deuxième filtre, qui resserrait encore plus, c'était un filtre de porteurs de projets à impact.
D'accord. Là-dessus, on y va, on est très humble et on est très newbie sur ces thématiques-là, mais on a considéré, et c'est aussi un souhait partagé par la gouvernance du groupe, que, et d'une, on a un besoin d'être non plus juste miroir, mais acteur de nos territoires, et que participer au développement de ces territoires et de ces acteurs, c'est un vrai levier stratégique de développement vertueux, et on se dit qu'à un moment, cette mécanique-là d'implication au développement de ce territoire, elle va nous revenir positivement aussi dans nos modèles et dans nos relations avec nos clients, la proximité et tout ça. Bref, on a donc hyper resserré sur, et d'une, les territoires, et de deux, sur l'impact. Et là, vous avez eu Euh, 2 candidats. C'était un peu la crainte, effectivement, Bah de oui, dire, bon, en concrètement, resserrant avec ton mécaniquement, filtre. Ouais. eh ben non, en fait, on a eu encore plus de candidatures que les premières fois. Ça, c'est la première super satisfaction, c'est-à-dire qu'on a eu une trentaine de candidatures il y a un mois là, donc période Qui Covid et correspondait à tout ces ça en 2 plus, filtres, donc qui correspondait à ces filtres, critères. Ouais. qui correspondaient à ces deux critères. Et en plus, au-delà, on a reçu encore plus de candidatures, notamment de startups qui n'étaient pas du coin et qui n'étaient pas forcément À impact, impact. mais qui étaient en lien avec les activités du groupe. Et on s'est dit, OK, bah celles-là, on va pas les faire rentrer dans le programme d'incubation. En revanche, on va imaginer d'autres branchements directs avec les métiers, des branchements directs pour faire un POC ou une expérimentation ou une preuve de business, mais directement avec les métiers, parce qu'ils considèrent, eux, qu'ils n'ont pas forcément ni besoin ni envie de venir à Clermont très régulièrement pour l'accompagnement et qu'ils n'ont pas envie d'un coaching particulier. Donc ces boîtes-là, on va travailler avec elles par ailleurs. Et les porteurs de projets qu'on a sélectionnés, c'est vraiment des porteurs de projets du territoire, des porteurs de projets à C'est la impact. promo, c'est votre nouvelle promo, c'est la promo Ouais, Colette. voilà. Et Ça, combien c'est de la projets promo retenus Colette. alors au final? Donc au Sur les final, 30? on en a 3 au final qu'on va accompagner là sur 6 mois. Et voilà, donc il y a eu une sélection avec à la fois un jury interne et externe. On a mêlé des gens de l'écosystème et on y a aussi, on a soumis ces projets également, enfin 6 projets au total pour en sélectionner 3 à la fin, à tous nos collaborateurs pour qu'ils choisissent aussi, qu'ils fassent partie de cette aventure du choix de avec qui vous auriez envie de croiser au café, de vous croiser au café ou d'échanger des trucs, de faire des expérimentations. Voilà. Donc ils ont participé à ce choix-là. Et ça a été super bien accueilli aussi. Donc voilà, donc ça, on va travailler pendant près de 6 mois avec eux. Et puis, ce qu'on a lancé aussi, alors on l'avait déjà lancé en 2019, ça a bien démarré, ça a un peu grenouillé, et là, ça prend une grosse accélération. C'est un collectif qu'on a monté, nous, qu'on a initié, qui s'appelle le collectif Magma, et qui fédère tous les incubateurs et accélérateurs clermontois. Donc il y a 11 structures, 12, 11, je sais plus, bref, Grosse dizaine. quelques-unes, voilà, de structures d'accompagnement à l'incubation et à l'accélération, qui ont vocation à échanger entre leur savoir-faire, leurs compétences, leurs experts, leurs outils, parfois leurs ressources et leurs formations. Et donc voilà, et donc c'est accoudé. Ce programme est accolé sur ce collectif Magma. Et la dernier élément hyper intéressant que nous a amené ce focus, en fait, encore une fois, aidant des territoires, mais surtout un focus de projet à impact, encore une fois, sur lequel on est tout petit et on apprend en marchant. On a travaillé, on s'est renseigné, on s'est formé, bien évidemment, mais on apprend en marchant. C'est que ça nous a amené d'autres acteurs qui étaient plutôt des grands groupes ou des grandes boîtes ou des investisseurs qui nous disent « Hey, vous vous intéressez à ces sujets-là, vous avez de l'expérience sur de l'accompagnement de projet, vous avez envie de travailler et de mettre des ressources au service de ces projets-là, voyons ce qu'on peut faire ensemble. » Donc, ça nous a ouvert des opportunités aussi de développement, y compris des opportunités de développement business, Business. stratégique, partenariat, par ce prisme hyper resserré et hyper responsable, en fait. Donc, ce choix de se dire, OK, bah, on va faire un choix sur les projets qu'on va faire avec ce filtre-là, bah, nous a ouvert, en fait, tout un tas d'opportunités. Donc Et on n'en en est qu'au étant, début, voilà, puisque ça fait un mois et demi, quoi. c'est ça. Et donc en resserrant beaucoup, vous avez trouvé un peu votre sweet spot, on va dire. Enfin, en tout cas, les éléments différenciants qui Exactement. font que vous sortez un petit peu du lot et tu sens que là, direct, ça t'amène d'autres opportunités business parce que vous êtes identifié là-dessus un peu spécifiquement par rapport Exactement, à d'autres exactement. activités. Et puis parce que parce que c'est aussi le rôle et la mécanique, enfin comment dire, pour le coup, l'expérience de la compagnie rotative, elle a été toujours d'être présente dans l'écosystème, de participer, de nourrir, de donner de son temps dans des projets qui nous rapportaient rien en termes business, encore une fois. Mais tu vois, on est présent dans les clubs Open Innovation qui rassemblent des ETI, des PME. Voilà, on participe à plein d'événements, on participe à vraiment à la vie du territoire et à faire grandir ce territoire-là de manière
non-profit, quoi. Et donc, ce positionnement-là, c'est aussi l'authenticité de ce positionnement-là, et non pas juste une question d'habillage, qui a été reconnue et qui a fait que des gens se sont approchés de nous pour qu'on monte des trucs ensemble. Et je reboucle du coup sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir sur la structuration de la compagnie. Ça nous pose des questions sur se dire, est-ce que il n'y a pas une vocation à rassembler des acteurs, nous à nous structurer soit en asso, en entreprise à mission peut-être, ou accoudé ou à travailler avec des mécaniques de fondation ou de fonds de dotation pour justement aller chercher des investisseurs sur des sujets à impact. Voilà, tu vois, dans les modèles Ça vous économiques, ouvre, c'est ça aussi des vous ouvre choses qui émergent. un énorme champ de possibles en fait. Voilà, C'est exactement. Écoute, ça c'est donc bravo déjà, puisque je pense que c'est intéressant et hyper important. Enfin, tu vois, tu dis Clermont-Ferrand, enfin le coin 11 incubateurs. Je pense que c'est un vrai besoin de trouver sa marque de fabrique. Et là, pour le coup, vous êtes quand même dans l'air du temps en étant sur des startups à impact. Ça, donc ça c'est plutôt intéressant. Dans les participants, est-ce qu'il y en a un ou deux dont tu veux nous parler, qui sont vraiment liés aux médias et que tu sens ont un gros potentiel, par curiosité, sur les quelques choisis? Alors, j'en profite aussi pour parler de la nature des participants, effectivement, dont je pourrais en parler. Mais en fait, on a volontairement, pour ce programme d'incubation, reculé dans le niveau de maturité. Justement parce qu'on n'est pas sur des boîtes sur lesquelles on va aller chercher au final de l'exit et de la valorisation, de rentrer au capital, etc. Mais on est sur des boîtes sur lesquelles on peut se dire, nous, Groupe Centre France, on a des compétences, des histoires, des savoir-faire, parfois des expertises à vous partager. Et l'idée, c'est qu'on essaie de dessiner des trucs qui ont de la valeur ensemble. Donc, on prend des projets qui sont assez early et qui sont pas forcément des startups, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément vocation à travailler sur de la scalabilité et de l'hypercroissance. Mais Donc, quand même parmi eux, quand même dans le numérique quand même, ou même pas forcément. pas Ça peut être un forcément, projet pas forcément. associatif très local dans un quartier. Ça peut être. Voilà, c'est aussi, ça peut être des mecs, pour prendre l'exemple, là, il y a un des projets qui s'appelle La ressource serait des expériences, qui est un média média plus événement, qui réfléchit à valoriser les gens qui ont de la bouteille et à contrecarrer cette espèce de phrase horrible qui dit, quand tu as terminé, quand tu pars à la retraite, tu sors de la vie active. Ça veut dire Ouais. quoi? Que tu rentres dans une vie passive à partir d'un certain âge. C'est terrible. Alors que ce sont des gens qui ont Ouais, c'est un beau business. une histoire, des savoir-faire et des trucs extraordinaires à valoriser et qui en fait sont considérés comme des gens passifs. C'est terrible. Donc Ouais. comment on peut raconter, donc c'est un média engagé aussi, raconter ces expériences-là, les valoriser peut-être par de l'événement, de la rencontre intergénérationnelle, voilà. Donc ça, c'est un des premiers exemples de médias engagés. Derrière, on accompagne aussi un projet donc là, pour le coup, qui est un projet d'app, de mecs qui se posaient la question de comment je peux rapprocher et développer la proximité entre les citoyens et les commerçants locaux. Voilà, nous, c'est un enjeu qu'on a en tant que groupe de médias et notamment dans nos les services de communication, mais aussi les services e-commerce, le marketing, etc. On va toucher aussi les collectivités locales, les commerçants locaux. On leur propose, il y a tout un tas de produits et services qui touchent ces personnes-là. Et donc, ils se sont dit, eux, leur chemin d'expérimentation, c'est de se dire, on va travailler sur la réutilisation ou la mécanique de la consigne ou la réutilisation des emballages. Donc, ils ont lancé une appli qui s'appelle jereutilis.fr et qui vise à réutiliser les emballages. Ça fait une cagnotte, tu restes, que tu valorises auprès de tes commerçants locaux, etc., etc. Donc là, on n'est plus sur vraiment une brique techno avec des briques de e-commerce, des briques mais aussi de narration, de comment je développe une communauté en local et je les fédère, comment je raconte les histoires des commerçants, etc. Donc, on est sur de l'hyper-proximité aussi. Et le troisième projet qu'on accompagne, qui est aussi sur créer du lien en proximité, c'est vraiment l'ADN et qui est finalement l'ADN du groupe Centre France et de plein d'autres groupes de PQR, sur créer du lien en proximité, on l'a pas réinventé, ni inventé. C'est un tiers-lieu, pour le coup, qui serait dans une ancienne station de montagne et qui vise à désaffecter et qui vise à remettre de l'histoire, de la valorisation du patrimoine local autour de rencontres, autour d'hébergements, d'expériences en local, de valorisation des citoyens et de ce qu'ils peuvent faire justement dans ce lieu-là, dans cet écolieu, en plus à vocation responsable. Et voilà, et quel récit et quelle histoire et expérience on peut réinventer localement par de l'événement, du contenu, des services et tout ça.
Ouais, donc 3 projets bien différents Très différent. et bien ancrés localement et c'est en fait, ça, c'est intéressant. J'aimerais bien qu'on parle un peu des médias de PQR donc hem, p parce qu'en fait, je vais pas dire qu'il y a une crise parce que la crise de la presse, elle est globale et cetera et c'est Ouais. pas vraiment le sujet mais comment en fait, un groupe de PQR et je pense que c'est lié à ce que tu fais à la compagnie rotative, hein, mais peut, on va dire, renégocier quelque part son rôle sur le digital. Quand tu vois un peu les grands groupes de PQR, tu vois par exemple Ouest France, eux clairement ils sont en conquête d'un positionnement national. Avec un modèle d'audience, etc. Le Telegram, ils sont plutôt, eux, on va dire, c'est le groupe référence dans l'organisation d'événements locaux, etc. Tout à fait. Centre France, modèle plus historique. Est-ce que voilà, est-ce que c'est aux médias PQR de jouer ce rôle de lien dans le territoire? C'est ce que vous cherchez à faire, trouver un peu une spécificité avec cet ancrage hyper local? Alors, on cherche pas une spécificité par rapport à d'autres groupes, parce qu'on n'est pas dans cette logique de, se faire un nom ou une place par rapport aux autres de groupes de presse. On est, et j'en reviens à cette question de raison d'être. Quelle est la raison d'être du groupe Centre France sur ces territoires qui sont spécifiques là aussi? Je le disais, quelque part, c'est un constat et c'est une force de dire, bah, on est sur des territoires où la densité démographique est la plus faible en France. Quelle peut être la place d'un média local là-dedans? Quel peut être son rôle? Quelle peut être sa responsabilité, dans ces territoires-là? Et ben, c'est Exactement. justement sur qu'est-ce qu'on peut faire avec nos ressources, nos compétences, voire en élargissant un petit peu en termes d'océan bleu sur des ressources un peu qui touchent aux nôtres, mais qu'on ne maîtrise pas forcément, pour nourrir et développer cette proximité. Nous, là où on se positionne, c'est sur ce travail de valoriser à la fois des liens de confiance et d'hyper proximité. Pour faire le lien, par exemple, avec par rapport à la question des GAFA et tout ça avec lesquels on travaille, bien évidemment, l'idée, c'est pas de se priver d'eux et de fermer et d'être complètement exclu, mais c'est de se dire quelle valeur ajoutée on va proposer par rapport à ces réseaux-là, par rapport à ces plateformes-là qui existent et qui aussi font tu peux mettre ton événement, ta petite foire à la citrouille sur Facebook, Faire un peu de pub, créer ton localement événement, avec, faire un peu de Google pub, Ads, etc. Voilà, exactement. Donc, bah, nous, là-dedans, on va travailler justement des notions très importantes de confiance et d'hyper proximité, c'est-à-dire la capacité, quand tu vas travailler sur annoncer un événement ou raconter, de comment tu vas t'assurer de bah, justement que tu n'es pas le produit des données que tu fournis, mais que voilà, tu travailles sur la valeur de ce qu'on propose, sur la connaissance des gens avec lesquels tu vas le faire, sur le fait que bah, tu ne vas pas être justement ce que je dis un produit de ces plateformes qui t'utilisent et que ta valeur, elle est acquise et elle est utilisée à bon escient. Donc, sur cette logique de redonner de la valeur à l'hyper local, à la confiance en hyper local et à l'authenticité du lien, en fait. Parce que recréer du lien fort, si tu veux, par opposition aux liens faibles que sont ceux qu'on crée virtuellement sur les plateformes. Voilà. Je dis pas que, attention, hein, je schématise pas, je dis pas les plateformes c'est le mal et nous on est le bien. C'est non, plus ce serait trop. complexe que ça et Évidemment, c'est une ouais. intrication de tout ça. Mais je pense qu'on a une vraie place à avoir justement dans cette création de liens, de confiance et d'authenticité en proximité. Et ça va jusqu'à, tu vois, on s'interroge par exemple, nous on porte le journal jusqu'au fin fond des campagnes où même la poste ne va plus. C'est hyper important, c'est une création de lien social très fort pour ces gens qui parfois, et on l'a vu pendant le confinement, n'avaient pas trop d'autres liens pour certains et pour les lecteurs, une bonne partie des lecteurs de la presse papier quotidienne, c'est des gens, c'est des seniors Ouais. qui n'avaient pas d'autres liens avec la vie, avec les gens. Parfois, le mec qui apportait le journal, c'était le seul qui voyait pendant 3 jours, quoi. Oui, puis c'est Donc, pas des gens qui vont forcément sur le numérique, sur les sites, donc il y a pas à exactement, part, exactement, le JT, national, c'est le seul lien du territoire local, savoir ce tout qui se à passe fait. chez le voisin. Et donc, c'est de se dire, bah, typiquement, nous, on a une mécanique énorme de logistique. Donc, on est loin de la notion purement éditoriale, mais on a près de 500 porteurs sur ces territoires. Enfin, on a une pénétration très fine de nos territoires. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer autour de ça? Quel service on peut, sur des questions de livraison, de logistique du dernier kilomètre, et justement d'éco-responsabilité de cette logistique du dernier kilomètre qui est hyper importante, Ouais. sur laquelle on perd de la confiance parce que ton colis, il arrive complètement défoncé quand il arrive, ou que tu n'es pas au courant, ou enfin bref. Donc voilà, il y a des choses où tu te feras jamais livrer. Bref, il y a des choses comme ça qui sont vraiment à identifier et à comprendre de ces usages hyper locaux dans ces territoires, dans ces territoires-là. Et donc la compagnie rotative, enfin, tu vois, de par ton discours, je comprends que, enfin, vous êtes vraiment au cœur
de la stratégie du groupe Centre France. En fait, vous êtes Ouais, plus qu'un complètement. incubateur de médias en se disant on va un peu innover, etc. Au-delà de la Ah, culturation des éléments. c'est pas un Non, side project, exactement. c'est Tu vois, c'est ça vraiment, que je tiens. ouais. C'est important parce que tu vois l'analyse qui était peut-être binaire de se dire bah il y a pas de modèle économique pour les incubateurs et au-delà des effets d'annonce et le côté intangible dont on a culture un peu en interne. Là, on sent quand même en filigrane que euh, vous explorez. Enfin, c'est au cœur de la stratégie de la raison d'être Exactement, demain de centre du groupe et donc d'un exactement, média si je devais élargir quoi. C'est exactement. je veux pas dire que c'est une grosse responsabilité, mais en fait, t'es un peu au cœur, au lieu d'être un peu à côté, le truc un peu shiny qui est machin, où on fait un peu d'innovation, t'es un peu au cœur du futur du groupe. Mais alors, c'est effectivement comme ça qu'on le conçoit et comme ça que enfin, c'est ce qui nous anime aussi et qui pousse, l'exigence très forte aussi qu'on met dans notre boulot, pour le coup qui est pas démenti et qui est pas contesté. Vraiment l'exigence qu'on met dans ce taf-là qui est encore une fois, c'est pas juste de se dire: «Oh tiens, on a un truc qui fait de l'innovation sur le côté là, c'est intéressant, ils explorent des trucs, machin». Hem Et c'est ce qui a changé aussi, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est vraiment, on se conçoit comme des facilitateurs d'innovation responsable. C'est-à-dire qu'on fait pas de l'innovation pour faire de l'innovation, parce que ça n'a pas de sens, pour le coup. Ouais, ça n'a Justement, plus on de sens. s'interroge sur Effectivement. quel sens on donne à cette innovation? Pourquoi on innove? Et à quel usage on va répondre et plus loin, à quel problème sociétal on va et on doit répondre? Comment on doit se mobiliser? Quels sont ce qu'on a dans le frigo, les ressources qu'il y a dans le groupe pour se dire: OK, à quel usage et quel problème on va répondre? Et là, derrière, on trouvera des modèles économiques, tu vois? Et après, on va trouver des choses qui vont nous permettre de, si tu réponds à un vrai usage, si tu as une preuve de concept et une preuve de marché, pour parler en langage startup, bah, c'est là où tu vas développer, les gens vont être prêts à payer pour ça. Et donc concrètement, les citoyens, les gens de nos territoires, les collectivités locales, les entreprises, quels sont leurs besoins locaux, et quels sont leurs problèmes auxquels nous, on pourrait répondre? Voilà. Ouais. Non, non, mais c'est clair, c'est hyper intéressant de voir cette vision, tu vois, de ce travail un peu local, les territoires, et de se dire, bah, tu vois, on peut de l'extérieur ou vu peut-être de Paris se dire, bon, bah, les presses de PQR, c'est bien gentil, mais leurs lecteurs, c'est des seniors qui lisent du print et ils perdent des abonnés, etc. En fait, non, il y a une espèce d'énorme place à prendre, mais il faut, voilà, il faut voilà, tu parles d'impact, il faut voilà des projets qui aient du sens, qui reconnectent un petit peu les gens. Et si tu le fais bien, le business suivra ou tu trouveras un modèle où tu pourras adapter Exactement. ton modèle derrière. Et pour le dire, ce qui est hyper important à dire, c'est qu'on n'est pas les dépositaires, nous, la compagnie rotative, de ces dynamiques-là. C'est un truc qui est porté par la gouvernance et qui est porté par les métiers. Je vois, à la direction des produits digitaux, par exemple, on a on a arrêté la course à l'audience. On n'est plus du tout dans des mécaniques de course à l'audience. Ça s'est décidé. On a arrêté le refresh automatique des pages tel qu'il existait pour faire de la page vue. Voilà, enfin, ça a été un choix, hein. Donc, c'est de se dire comment on est vraiment utile, comment on crée des choses qui ont de la valeur pour les gens, y compris dans nos produits éditoriaux, voilà, en faisant ce pari de la qualité d'un produit qui répond à des besoins et non pas d'un effet de masse sur des choses qui n'y répondent pas. Mais que finalement, sur le lot, on en vend tellement qu'au final, on va retrouver nos petites dents. Non, ça ne peut plus marcher comme ça. Écoute, je suis assez d'accord. Donc là, c'est une partie pour la promo donc de Colette, c'est ça? Donc 6 mois, Ouais. c'est 6 mois une saison? Voilà, l'accompagnement dure 6 mois. Encore une fois, on a fait déjà bouger le programme, peut-être qu'il bougera et qu'il avancera de manière différente aussi, mais pour l'instant, on est parti sur 6 mois. On a fait les choix de faire de la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on a monté une série de MOOC sur entreprendre dans le digital et autour de son média. Donc, on leur donne accès à voilà, des MOOC en ligne, des vidéos, et ensuite, c'est décliné sur des ateliers collectifs en présentiel. On va faire des masterclass également. Et puis, il y a une partie coaching, d'accompagnement. Il y a une personne qui est dédiée, Manon, qui est dédiée à l'accompagnement de ces projets de manière hebdomadaire. Enfin, et même plus, elle les a très régulièrement au téléphone, mais vraiment pour les coacher, les aider dans la méthodo, le développement, les outils, le réseau, et puis Adeline et moi qui sommes les deux autres maillons. Adeline qui est chargée de développement à mes côtés et qui bosse avec moi sur l'ensemble des missions, bah, on voit comment on fait grandir, comment on enrichit ce programme, ce réseau, ces outils et puis sa vocation demain.
Écoute, c'est très clair. Donc, je te donne peut-être rendez-vous dans 6 mois pour faire un bilan de cette première saison de Colette. Donc, c'est un Ouais, projet. Alors, j'allais dire start-up, non pas des startups, mais des projets à des impact, porteurs de projets des innovants. Voilà, porteurs de c'est ça. projets innovants. Et Ouais, c'est bien sur nos effectivement de territoires. ne pas être sur des projets déjà avec une certaine maturité. Quelque part, vous laissez un champ des possibles encore plus large en se disant, voilà, tout est possible. On n'est pas juste sur une C'est rentabilité, ça. on n'a pas besoin de quelque chose d'encore très concret, mais on se laisse la possibilité de voir ce que ça peut devenir. C'est cool. Merci, Raphaël. On arrive à la fin de cet épisode, juste sur tes innovations sur lesquelles toi tu mises. Alors évidemment, je pourrais déjà trouver des éléments de réponse dans l'épisode qu'on vient de faire sur l'impact, sur le local, mais est-ce qu'il y a des innovations sur lesquelles toi tu as vu, tu as repéré des signaux faibles sur lesquels tu mises pour le futur et pour la compagnie rotative qu'on devrait suivre de près? Alors il y a quelque chose qui est absolument pas, original, mais sur lequel j'ai beaucoup d'affect, c'est l'audio. Bien évidemment, de manière effectivement pas du tout originale. Mais cela dit, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de l'audio. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce médium-là et ses différentes déclinaisons, que ce soit des réflexions autour, des réseaux sociaux, autour de l'audio, de Clubhouse et autres, mais aussi sur, les questions des podcasts, les questions de tu vois, on est en train de réfléchir à et si on lisait nos articles, on n'est pas les seuls, mais si on lisait nos articles, une partie Ouais, il des y a articles, l'Express qui avait sorti ça, effectivement, exactement, lu par leurs exactement journalistes. et voilà, est-ce que voilà, quelle expérience? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que enfin voilà, donc il y a plein de choses autour de ça qui sont, à guetter, à regarder et à expérimenter. Et puis il y a pour moi une grosse innovation qui est un des sujets sur lesquels je veux bosser cette année. On va bosser cette année, c'est, la question du lieu. C'est une innovation d'usage par rapport à nos existences à nous, c'est de se poser la question des tiers-lieux justement, de se dire que nous, on est un média de proximité, de grande proximité, mais la quintessence de la proximité, c'est la proximité physique. Donc comment on fait pour imaginer peut-être que nos agences, nos titres ou qu'on crée des lieux spécifiques autour de nos justement de nos titres, de nos vocations de médias et d'être dans cette médiation directe pour faire se rencontrer les journalistes, les citoyens, avoir une proximité qui soit la plus essentielle, voilà, la plus nécessaire, une proximité physique. Donc c'est explorer Faut cet ouvrir des bars, nouvel usage. faut ouvrir Mais des oui, bars un peu partout. mais C'est exactement, mais je pense qu'il y a enfin voilà, autour et puis il y a des réflexions de modèles économiques, de modèles très hybrides là aussi. Je crois à la complexité des modèles et notamment des modèles économiques, mais voilà, je pense qu'il y a des choses à explorer de ce côté-là, qui sont très intéressantes. Ouais, t'as la Gazette de Montpellier qui avait la Gazette Café. Ouais, ouais, Alors ouais, je sais tout à pas fait. quel résultat, mais je trouvais ça assez intéressant. C'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup plus accessible. En tout cas, c'est un peu coworking. Tu peux venir, il y a des événements, effectivement, les C'est rencontres ça, tu physiques. peux imaginer plein de modèles autour de ça. Ouais, surtout en cette période de semi-confinement où on Et manque oui, cruellement de rencontres physiques. Effectivement, réfléchir sur les tiers lieux et puis surtout, tu le dis, vous dans une région avec une densité démographique assez faible, je pense que vous devez avoir ce rôle-là de faire que les gens se réunissent et se retrouvent physiquement. exactement, Euh, on y croit. on y croit exactement. On est au bout de cet épisode, Raphaël. Merci pour ton temps, ton enthousiasme. On sent que tu es vraiment passionné par le sujet et en discutant, ça se comprend parce que encore une fois, voilà, c'est pas juste un petit joujou autour de l'innovation. On sent quand même que c'est un peu plus profond que ça. Et c'était bien d'en parler parce que j'avais une vision peut-être un peu biaisée, mais des modèles d'incubateurs qui sont tough, qui sont durs, où t'as pas peu de rentabilité, mais inscrit comme un service au sein d'un groupe avec une vision un peu plus large, c'est pas mal et t'as effectivement pas mal de boulot et de pain sur la planche. On n'en Euh, manque pas. ouais, j'imagine. Merci beaucoup, Raphaël, et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Raphaël, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup pour cette invitation, avec plaisir. Je t'en prie, et à tous, portez-vous bien. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.